Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup d'histoire pour savoir que les guerres faisaient presque constamment partie de la vie. Par exemple, de 1337 à 1814, l'Angleterre et la France furent en guerre pendant 260 ans, soit plus de la moitié du temps. Cependant, bien qu'il y ait eu d'innombrables guerres au cours de l'histoire, elles n'ont pas toutes eu le même impact sur le monde moderne. Dans cette vidéo, je présenterai selon moi les 10 guerres les plus marquantes de l'histoire. Maintenant, il ne s'agit pas forcément des guerres qui ont impliqué le plus de personnes ou qui ont couvert le plus grand territoire, mais plutôt des guerres qui ont eu l'impact le plus visible sur le monde d'aujourd'hui. Numéro 10, la guerre gothique de 376 à 382 de Kay. C'est une des guerres les moins connues, mais son impact fut énorme. La raison pour laquelle la guerre gothique de 376 à 382 est si importante, c'est parce qu'elle a été l'un des événements clés qui ont conduit à la chute de l'Empire romain d'Occident. Inutile de dire que l'effondrement de Rome a été un long processus et qu'il n'y a pas eu une seule guerre qui en a été la cause. Cependant, la guerre gothique est souvent considérée comme la plus décisive dans le déclin de Rome. Elle a commencé en 376 lorsque certaines tribus gothiques d'Europe de l'Est se sont retrouvées à fuir un nouvel ennemi, les Huns. Les Huns ont envahi les terres des Goths, qui ont dû fuir. Ils arrivèrent sur les rives du Danube, la frontière de l'Empire romain, et supplièrent qu'on leur accorde l'asile. À cette époque, l'empereur Valent régnait sur l'Empire romain d'Orient, et il vit une opportunité dans l'arrivée des réfugiés. Valent espérait qu'en installant les Goths sur les terres romaines, il pourrait les apaiser et renforcer son armée avec de nouvelles recrues. Il accorda l'asile et leur permit de traverser le fleuve vers le territoire romain. Cependant, alors que les Goths commençaient à traverser le Danube, les choses commencèrent rapidement à mal tourner. Des fonctionnaires romains corrompus ont mal désarmé les nouveaux arrivants, les laissant armés. Les Romains n'avaient en même pas prévu de subvenir aux besoins d'autant de personnes. Faute de nourriture, de nombreux Goths, désespérés, vendirent leurs enfants comme esclaves. Avec le temps, les Goths devinrent rancuniers envers les Romains. En 377, après un an, le ressentiment explose et les Goths se révoltent. Des forces romaines furent envoyées pour réprimer le soulèvement, mais les Goths étaient habiles dans la guerre de guérilla et réussirent à résister. Au fil de la rébellion, d'autres groupes mécontents, dont d'anciens soldats et des esclaves cherchant la liberté, rejoignirent les Sénongoths. La principale bataille du conflit eut lieu en 378, lorsque l'empereur Valent affronta les Goths avec son armée. Il marcha vers la ville d'Andrinople, où la principale force gothique s'était rassemblée. Sans attendre les renforts, Valent ordonna imprudemment à ses troupes d'engager la bataille le 9 août 378. La bataille d'Andrinople fut une défaite catastrophique pour les Romains. La cavalerie gothique a déjoué les Romains et Valent lui-même a été tué dans le chaos, ainsi qu'une grande partie de son armée. Cette défaite fut l'une des pires de l'histoire romaine, avec de lourdes conséquences. De nombreuses régions furent laissées sans défense et les Goths purent les piller. Après la mort de Valent, un nouvel empereur fut nommé pour gouverner l'Empire romain d'Orient, Théodose Ier. Théodose adopta une approche plus prudente face aux Goths, évitant les grandes batailles et se contentant de petites escarmouches. Il comprit finalement que la diplomatie était la meilleure approche. Théodose entama des négociations avec les chefs goths, leur proposant des terres dans l'Empire. Les Goths, épuisés par des années de guerre, acceptèrent ces conditions, comprenant qu'un règlement négocié leur apporterait plus de stabilité que de poursuivre le combat. En 382, Théodose signa un traité avec les Goths, leur accordant des terres en Thrace. Pourquoi la guerre contre les Goths a-t-elle tant compté dans la chute de l'Empire romain d'Occident ? L'accord de paix a permis pour la première fois à toute une population barbare de s'installer dans l'Empire romain sans être romanisée. Les Goths furent autorisés à vivre sous leur propre chef et à établir leurs propres lois. Cela marqua le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire romaine, où les frontières entre Romains et barbares devinrent de plus en plus floues. Une autre conséquence importante fut que l'Empire romain commença à dépendre de plus en plus des troupes germaniques pour son armée. Comme vous pouvez l'imaginer, ces hommes étaient un peu moins loyaux envers Rome. Les Germains étaient peu attachés aux valeurs romaines et plus enclins à la défection ou à la rébellion. Beaucoup de ces soldats restaient plus fidèles à leurs chefs tribaux ou groupes ethniques qu'à l'État romain.
Inutile de dire que la chute de l'Empire romain d'Occident fut un moment absolument crucial dans l'histoire de l'humanité. L'Europe fut plongée dans ce qu'on a appelé les âges sombres, avec une énorme quantité de progrès technologiques perdus. Certains endroits, comme l'Angleterre, sont même devenus moins avancés qu'ils ne l'étaient avant l'arrivée des Romains, des techniques de fabrication de l'acier et de production de poterie ayant été oubliées. Des villes entières, comme Londres, furent abandonnées. Si le plus haut prêtre d'Angleterre est à Cantorbéry, c'est car c'était l'une des rares localités non totalement dépeuplées après la chute de Rome. Sans la guerre des Goths, qui sait combien de temps l'Empire romain d'Occident aurait duré. L'Empire d'Orient a survécu 1000 ans, donc l'Occident aurait peut-être pu aussi. Numéro 9, la guerre civile chinoise. La guerre civile chinoise figure sur la liste car elle a conduit la Chine au communisme. Sans cela, la pire famine de l'humanité n'aurait pas eu lieu. Je parle de la grande famine de 1959 qui a tué plus de 50 millions de personnes. Sans la guerre civile chinoise, il n'y aurait pas la guerre froide actuelle qui existe entre l'Amérique et la Chine. La guerre civile chinoise est la raison pour laquelle on entend constamment que la Chine pourrait envahir Taïwan. Les racines de la guerre civile chinoise se trouvent dans la fin de l'Empire chinois au début des années 1900. La Chine fut longtemps un empire, jusqu'à son effondrement en 1911 lors de la révolution Xinhai. Après la chute de l'Empire, il y eut un vide de pouvoir et la Chine devint fragmentée alors que des seigneurs de guerre régionaux prenaient le pouvoir. Il y avait de nombreuses factions qui se combattaient dans toutes, mais deux des plus importantes étaient les communistes dirigés par Mao Zedong et les nationalistes menés par Sun Yat-sen. Ces deux groupes ont collaboré un temps pour vaincre les seigneurs de guerre et unir le pays. Cependant, l'alliance fut de courte durée car les deux factions voulaient en prendre le contrôle de toute la Chine. Cela a finalement abouti à une purge brutale en 1927. Le nouveau chef des nationalistes, Chiang Kai-shek, a ordonné le massacre de milliers de communistes à Shanghai. Chiang pensait qu'il éliminait les communistes comme menace et qu'il n'aurait plus à s'en préoccuper. Il avait totalement tort. Ce massacre a déclenché la guerre civile chinoise. Au début, il paraissait que Chiang Kai-shek et les nationalistes allaient très gagner. Chiang et ses forces ont failli anéantir les communistes au milieu des années 1930. Les communistes étaient encerclés et presque détruits. Cependant, ils ont réussi de justesse à échapper à l'encerclement et se sont lancés dans une retraite éprouvante qui est devenue connue sous le nom de Longue Marche. En plus de 2 ans, les communistes ont parcouru environ 9000 km. Sur 70 000 communistes partis seuls 7000, soit 10%, ont survécu. À ce moment, les communistes Maupac étaient presque vaincus, et Chiang Kai-shek semblait avoir gagné la guerre civile et contrôlé toute la Chine. C'est alors que les communistes chinois furent en réalité sauvés par le plus improbable des sauveurs, le Japon. Le Japon avait lentement étendu son empire durant les années 1930. En 1931, il envahit la Mandchourie et poursuivit la conquête de territoires chinois les années suivantes. Il a réussi car la Chine était très affaiblie par la guerre civile. Chiang Kai-shek avait adopté une stratégie consistant à vaincre d'abord les communistes et, une fois qu'ils seraient neutralisés, il combattrait les Japonais. Mais à mesure que le Japon conquérait plus de territoires, cette stratégie devenait très impopulaire. L'entourage de Chiang souhaitait qu'il arrête de lutter contre les communistes pour se focaliser sur la résistance à l'expansion japonaise. Chiang fut finalement capturé par ses généraux et contraint de s'allier aux communistes contre les Japonais. La guerre totale avec le Japon débuta 8 mois plus tard, quand les troupes japonaises et chinoises s'affrontèrent à Pékin. La guerre contre le Japon allait durer 8 ans et interrompre temporairement la guerre civile, car les deux factions se concentraient sur la lutte contre les Japonais. En 1945, le Japon se rend après que l'Amérique a largué des bombes nucléaires sur 2 villes. Après la défaite du Japon, la trêve fragile entre nationalistes et communistes céda vite et la guerre civile reprit. Les États-Unis ont essayé de négocier la paix, mais les deux camps voulaient le pouvoir absolu. Au début, encore une fois, il semblait que les nationalistes voulaient l'emporter, mais avec le soutien soviétique, les communistes ont réussi à tenir bon. Mais eux et ses généraux ont mené une guerre de guérilla, et cela s'est révélé très efficace. Les nationalistes, en revanche, avaient de graves problèmes internes, comme la corruption et un moral très bas. En 1948, les communistes lancent une campagne décisive en Mandchourie, marquant un tournant dans la guerre.
Les mois suivants, ils ont conquis les principales villes, dont Pékin, Shanghai et Nankin, la capitale nationaliste. Finalement, le 1er octobre 1949, Mao a proclamé la fondation de la République populaire de Chine. Les communistes, vainqueurs de la guerre civile, allaient tuer des millions de personnes pour instaurer une utopie communiste. Les nationalistes se sont repliés sur l'île de Taïwan et ont continué à prétendre qu'ils étaient le gouvernement légitime de toute la Chine. Ces revendications contradictoires persistent aujourd'hui et expliquent pourquoi la Chine menace sans cesse d'envahir Taïwan. Dans l'ensemble, la guerre civile chinoise a un impact énorme sur le monde aujourd'hui. Si les nationalistes avaient à gagner, toute la Chine pourrait ressembler à Taïwan, alliée à l'Occident et fondée sur la liberté et la démocratie. À la place, nous avons un État totalitaire, génocidaire, à parti unique, qui espionne ses citoyens et dissimule les pandémies qu'il crée. Numéro 8. La conquête des Amériques. La conquête des Amériques fut en réalité plusieurs guerres menant à la soumission d'une grande partie de l'Amérique centrale et du Sud par les Espagnols. L'impact sur le monde moderne est évident. Il y a 20 pays hispanophones. Tous les grands pays américains, sauf le Canada, les États-Unis et le Brésil, parlent espagnol. La conquête espagnole des Amériques a commencé en 1492, lorsque Christophe Colomb s'est lancé dans un voyage vers l'ouest, cherchant une route directe vers l'Asie. Christophe Colomb, pensant atteindre l'Asie, a débarqué aux Bahamas et découvert un monde très différent de l'Europe. Il est revenu en Espagne avec sa découverte, inspirant d'autres explorateurs à partir vers le Nouveau Monde. Au début des années 1500, explorateurs et conquistadors espagnols arrivaient en Amérique attirés par l'aventure et la richesse. En 1519, l'un de ces conquistadors, Hernán Cortés, est arrivé sur les côtes orientales de l'actuel Mexique. Cortés avait entendu des histoires sur l'empire aztèque dont on disait qu'il était incroyablement riche en or. Pour conquérir les Aztèques, Cortés a noué des alliances avec des groupes indigènes hostiles à leur domination. Ces alliances lui ont apporté des guerriers et des renseignements sur la politique régionale. À la fin de 1519, Cortés et ses alliés avaient atteint Tenochtitlan, la capitale de l'empire aztèque. Là, l'empereur aztèque Moctezuma II les accueillit d'abord. Moctezuma, incertain de la manière de réagir face à ces nouveaux venus étranges, leur permit d'entrer dans la ville. Cependant, les deux parties se sont vite brouillées. Les Espagnols, grâce à leur armement supérieur, ont pu prendre Moctezuma en otage et l'utiliser comme marionnette pour contrôler l'ensemble de l'empire. Les Aztèques se sont finalement rebellés contre les Espagnols et les ont chassés de Tenochtitlan. Les Espagnols ont essuyé de lourdes pertes lors de la Noche Triste, ou Nuit des douleurs. Cependant, Cortés était déterminé à ne pas abandonner. Il a regroupé ses forces, rassemblé encore plus d'alliés indigènes et est revenu assiéger Tenochtitlan. Après des mois de combats brutaux et de famine dans la ville, Tenochtitlan tomba en 1521. L'empire aztèque fut vaincu. La conquête de l'Amérique du Sud ne commencerait que 11 ans plus tard, en 1600. Un autre conquistador espagnol, Francisco Pizarro, arriva alors dans ce qui était l'Empire Inca, une vaste civilisation s'étendant de la Colombie actuelle jusqu'au Chili. Pizarro, comme Cortés, a vu une opportunité dans la division. L'Empire Inca était affaibli à cause d'une guerre civile récente. Pizarro a saisi l'opportunité et a attiré l'Empire Inca dans un piège dans la ville de Cajamarca. Les hommes de Pizarro ont capturé Atahualpa lors d'une embuscade et exigé une énorme rançon en or et argent pour le libérer. Bien que la rançon ait été payée, Pizarro a exécuté Atahualpa et les Espagnols se sont déplacés pour capturer la capitale Inca, Cusco. En 1533, l'Empire Inca était totalement soumis. À la fin des années 1500, l'Empire espagnol s'étendait des Caraïbes et du Mexique jusqu'aux Andes d'Amérique du Sud après ses conquêtes. Les peuples indigènes ont payé un lourd tribut à la conquête. Des populations entières ont été décimées par des maladies européennes auxquelles les aliens n'avaient aucune immunité, comme la variole. Beaucoup des survivants ont été réduits en esclavage. Certaines des cultures indigènes ont été presque totalement détruites. Par exemple, Cusco était la capitale de l'Empire Inca, mais aujourd'hui il ne reste presque rien de cette civilisation. Il n'y a pas de bâtiments et très peu d'objets ont survécu. Presque tous les trésors incas ont été fondus et expédiés en Espagne.
Les Espagnols ont remplacé les cultures indigènes par leur civilisation, ce qui reste très visible aujourd'hui. L'Amérique latine est surtout hispanophone et catholique. Les Espagnols ont aussi introduit leur architecture, visible dans de nombreuses petites villes du continent. Nous ne saurons jamais à quoi le continent aurait ressemblé sans la colonisation espagnole. Malheureusement, ce qui est certain, c'est qu'un très grand nombre de la population indigène serait mort à cause des maladies. Je resterai le plus grand ennemi de Rome. Numéro 7, la Deuxième Guerre punique. Abordons maintenant une autre guerre de l'Empire romain. La guerre gothique évoquée plus tôt concernait la chute de Rome, alors que la Deuxième Guerre punique fut cruciale pour son ascension. Inutile de dire que l'impact de l'Empire romain sur le monde se voit partout. Par exemple, chaque fois que vous mentionnez les mois de juillet ou d'août, vous faites involontairement référence aux empereurs romains, Jules César et Auguste. On observe aussi l'influence de l'Empire romain sur les langues du monde. Plus de 2 milliards de personnes sur la planète parlent une langue qui est soit dérivée du latin, soit influencée par celui-ci. Quotidiennement, les anglophones, hispanophones, lusophones, italophones et francophones emploient des mots issus de la Rome antique. Les vestiges de la Rome antique restent très visibles, du mur d'Hadrien au nord de l'Angleterre au temple de Gani en Arménie. J'aurais pu choisir plusieurs guerres pour illustrer l'ascension de Rome, mais j'ai retenu la Deuxième Guerre punique. Au début de cette guerre, Rome était l'une des deux grandes puissances de la Méditerranée, l'autre étant Carthage. Carthage était en réalité plus établie que Rome, et était peut-être même plus riche. Cependant, à la fin de la guerre, Carthage était à genoux et Rome était le maître incontesté de la Méditerranée. Les origines de la Deuxième Guerre punique remontent à la première, débutée en 264 avant Jésus-Christ. À cette époque, Carthage contrôlait les îles de Corse et de Sardaigne, des parties de l'ouest de la Sicile ainsi que des régions du sud de l'Espagne. Cependant, la puissance de Carthage allait être défiée par une force montante au nord, Rome. Rome s'étendait rapidement. Au cours du siècle et demi précédent, elle avait placé la majeure partie de l'Italie sous son contrôle, et maintenant elle commençait à s'impliquer en Sicile. Carthage, voyant une menace pour sa sphère d'influence, a averti Rome de rester à l'écart de la Sicile. La République romaine, indépendante des puissances étrangères, ne pouvait éviter la guerre. La guerre éclata en 264 avant Jésus-Christ, et au début, Rome connut des difficultés. Combattre de l'autre côté de l'eau, en Sicile, nécessitait une marine que Rome ne possédait pas. La puissance romaine s'était construite grâce à ses légions très efficaces, donc si elle pouvait affronter n'importe quelle puissance sur terre, elle n'était pas équipée pour mener une guerre navale. Cependant, les Romains ont rapidement appris à mener ce nouveau type de guerre. Ils ont capturé des navires carthaginois, copié leur conception et les ont produits en masse, à un niveau que Carthage ne pouvait égaler. Ils ont également innové, inventant de nouvelles tactiques comme le Corvus, qui leur permettait d'immobiliser leurs navires contre ceux des Carthaginois pour traverser et combattre au corps à corps. Après 23 ans de guerre, Carthage s'est rendu et a signé un accord humiliant, abandonnant toute revendication sur la Sicile, la Corse et la Sardaigne. Elle a aussi dû verser de lourdes indemnités de guerre à Rome. Un général carthaginois, Hamilcar Barca, refusa d'accepter la paix avec les Romains. Il se retira dans le sud de l'Espagne carthaginoise et entama son expansion la décennie suivante. Hamilcar mourut dans une embuscade en 228 avant Jésus-Christ, mais avant de mourir, il fit jurer à ses fils qu'eux aussi n'accepteraient jamais la paix avec les Romains, qu'ils suivraient loyalement toute leur vie. L'aîné des fils d'Hamilcar était Hannibal et il apprenait l'art de la guerre depuis son plus jeune âge. Lui et ses frères en ont été très riches et leurs terres en Espagne presque indépendantes de Carthage. Les frères étaient si puissants qu'en 218, avant Jésus-Christ, Hannibal a pu attaquer Rome en assiégeant ses alliés à Sagonte, au nord-est de l'Espagne. Après 8 mois de lutte, Hannibal a réussi à prendre la ville et de là, il s'est dirigé vers le nord. Son armée se composait de Carthaginois, mercenaires, tribus celtes alliées et Numidés d'Afrique du Nord. Il est aussi connu pour avoir emmené 40 éléphants d'Afrique. Hannibal a fait traverser les Pyrénées et les Alpes à son armée malgré des régions hostiles pour entrer en Italie. À son arrivée, il a vaincu les armées romaines lors de batailles comme Trébie, le lac Trasimène et Cannes. Les Romains ont perdu plus de 100 000 hommes lors de ces 3 combats.
La bataille de Cannes fut très dévastatrice. De nombreux membres de l'élite dirigeante romaine ont été tués au combat, certains doutant même de l'avenir du régime. Rome refusa de négocier, malgré le génie quasi surnaturel d'Hannibal sur le champ de bataille. Elle lève de nouvelles armées et envahit l'Espagne et la Macédoine pour ouvrir d'autres fronts et priver Hannibal de ravitaillement et de renforts. Hannibal voulait unir Celtes, Grecs et cités italiennes contre Rome. Cependant, Hannibal ne réussit à rallier que quelques alliés italiens et, comme il avait si peu d'hommes, il ne put pas les protéger. Les Romains savaient qu'Hannibal ne pouvait rivaliser avec leurs ressources, alors ils ont choisi une guerre d'usure. Il harcelait l'armée d'Hannibal tout en assurant la sécurité de Rome derrière ses murs. Finalement, Scipion a envahi l'Afrique du Nord, obligeant Hannibal à défendre Carthage. L'affrontement final eut lieu à la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ. Scipion avait étudié les tactiques d'Hannibal et allait maintenant les utiliser contre le général carthaginois. Il neutralisa les éléphants d'Hannibal, tint tête à son infanterie et retourna ses propres alliés numides contre lui. Zama allait s'avérer être l'une des plus grandes victoires de Rome et Carthage n'eut d'autre choix que de demander la paix. Par le traité, elle perdit toutes ses possessions d'outre-mer et dut verser une indemnité sur 50 ans. Sa flotte fut réduite à 10 navires et il lui fut interdit d'avoir des éléphants de guerre. La deuxième guerre punique s'est achevée par une victoire décisive de Rome. L'héritage de la guerre fut que Rome resta la puissance dominante en Méditerranée. Cela avait été de justesse et Rome avait frôlé la catastrophe. Au final, elle a gagné et a éliminé le dernier obstacle pour devenir la première superpuissance mondiale. Numéro 6, la guerre de 7 ans. Passons maintenant à une autre guerre moins connue, la guerre de 7 ans. C'était une guerre extrêmement compliquée au XVIIIe siècle qui s'est déroulée partout dans le monde. En fait, on soutient souvent que la guerre de 7 ans fut la première véritable guerre mondiale, la véritable Première Guerre mondiale. La guerre comportait 3 principaux théâtres d'opération. En Europe, la Grande-Bretagne et la Prusse affrontèrent la France, l'Espagne, la Russie et l'Autriche réunies. Les 2 autres théâtres étaient l'Amérique du Nord et l'Inde, où la Grande-Bretagne et la France se disputaient la domination. Comme vous l'imaginez, avec tous ces théâtres simultanés, la guerre était très complexe. Elle a commencé en Amérique du Nord, quand les colons britanniques et français se sont affrontés dans la vallée de l'Ohio. George Washington a joué un rôle clé dans le déclenchement du conflit. Le conflit s'est aggravé et 2 ans après, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre. Cela a provoqué la guerre en Europe et intensifié les tensions entre les puissances. La France, l'Autriche et la Russie, voulant limiter la Prusse, se sont préparés à l'attaquer. Alors que la Grande-Bretagne était en guerre contre la France et que la France allait affronter la Prusse, la Grande-Bretagne et la Prusse se sont alliés contre la coalition française. La guerre en Europe a commencé en août 1756, lorsque Frédéric le Grand de Prusse a lancé une invasion préventive de la Saxe. La France et l'Autriche ont bien tenté de riposter, mais elles n'ont pas réussi à égaler le talent de Frédéric sur le champ de bataille. En 1758, il a enchaîné des victoires remarquables, battant des armées bien plus nombreuses grâce à ses tactiques supérieures. En Amérique du Nord, les Français prenaient alors l'avantage sur les Britanniques. Grâce à leurs alliés amérindiens, ils remportèrent d'importantes victoires et prirent le fort stratégique de William Henry. Cependant, en Inde, la Grande-Bretagne remporta une victoire extrêmement importante à la bataille de Plassey, ce qui lui donna effectivement le contrôle du Bengale. 1758 fut un tournant de la guerre en Amérique du Nord. Le Premier ministre britannique William Pitt adopta une nouvelle stratégie axée sur les théâtres coloniaux, surtout en Amérique du Nord. Les Britanniques commencèrent à gagner du terrain en capturant des forts français clés, ce qui coupa les forces françaises de leur ligne de ravitaillement. En Europe, la situation de la Prusse était critique, alors que les forces russes envahissaient le pays. Frédéric luttait sur tous les fronts, mais tint grâce à son habileté, sa résilience et le soutien financier britannique. L'année 1759 fut si décisive qu'elle devint connue sous le nom d'Annus Mirabilis, ou Année des miracles. En Amérique du Nord, les forces britanniques ont capturé la forteresse de Québec, ce qui a assuré le contrôle britannique sur le Canada. Les forces navales britanniques ont vaincu les Français à la baie de Quiberon, assurant la suprématie navale britannique et empêchant la France de soutenir ses colonies.
En Europe, Frédéric a remporté une victoire clé à Minden, plaçant la France et ses alliés sur la défensive. La Grande-Bretagne et la Prusse ayant pris l'avantage, le conflit a duré. Les ressources de Frédéric étaient presque épuisées et la Prusse souffrait d'attaques incessantes de l'Autriche et de la Russie. Puis, en 1762, un événement soudain et inattendu a changé le cours de la guerre. L'impératrice Élisabeth de Russie est décédée et Pierre III lui a succédé. Pierre admirait beaucoup Frédéric et retira la Russie de la guerre. C'était une aide cruciale pour Frédéric de Prusse, lui permettant de se focaliser sur la lutte contre la France et l'Autriche. En 1763, les puissances européennes étaient épuisées et ruinées. Les négociations de paix aboutirent au traité de Paris qui vit la France céder ses territoires en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne. En Europe, la Prusse renforça son contrôle sur la Silésie, affirmant sa position de grande puissance. Comment la guerre de 7 ans influence-t-elle le monde actuel ? Eh bien, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'anglais est la langue véhiculaire du monde. La guerre de 7 ans a chassé la France d'Amérique du Nord et, par conséquent, les États-Unis et le Canada sont aujourd'hui presque entièrement anglophones. La guerre de 7 ans fut sans doute la plus déterminante pour l'ascension de la Grande-Bretagne comme empire mondial. À la fin de la guerre, sa suprématie navale était incontestée et elle était libre de coloniser l'Inde. L'héritage de l'Empire britannique est visible partout autour de nous. De nombreux pays ont adopté le cadre juridique britannique, avec des principes communs comme le procès devant jury et la présomption d'innocence. Les chemins de fer et bâtiments gouvernementaux construits sous la domination britannique sont toujours utilisés dans de nombreuses anciennes colonies comme l'Inde, le Pakistan et le Kenya. L'impact culturel de l'Empire britannique est également très évident. C'est la raison pour laquelle l'Inde et le Pakistan sont deux des principales nations du cricket dans le monde. La guerre de 7 ans a aussi entraîné l'ascension de la Prusse. Après la guerre, la Prusse était une puissance européenne établie. Si la guerre avait eu un autre dénouement, la Prusse aurait pu disparaître, bouleversant l'histoire allemande. Si cela était arrivé, les États allemands n'auraient peut-être jamais été unifiés. S'ils s'étaient unis, cela aurait peut-être été sous la direction de l'Autriche. Si tel avait été le cas, la capitale moderne de l'Allemagne serait Vienne plutôt que Berlin. Numéro 5. La guerre civile de Constantin. Abordons maintenant la troisième et dernière guerre de l'Empire romain. La guerre civile de Constantin est une autre des guerres moins célèbres de la liste, mais la raison pour laquelle je l'ai incluse est qu'elle a joué un rôle majeur dans la conversion de l'Empire romain au christianisme. La guerre débute en 306 après Jésus-Christ, à la mort soudaine du père de Constantin, en Campagne. Constantin était très populaire auprès des hommes de son père et ils l'ont proclamé empereur. Le jeune général, encore peu expérimenté comme un dirigeant, avait déjà prouvé sa valeur au combat et incarnait pour ses hommes la force et le charisme d'un chef romain. Pendant que Constantin renforçait son pouvoir en France, Maxence, un autre dirigeant ambitieux, surgit à Rome. En 306, Maxence prit le pouvoir en Italie, contestant la légitimité de Constantin sur l'Empire d'Occident. La rivalité entre les deux hommes s'accentua, et en 312, Constantin choisit d'affronter Maxence. Il marcha avec ses troupes vers Rome pour contrôler tout l'Empire d'Occident. Cette campagne devait aboutir à l'une des batailles les plus décisives, la bataille du pont Milvius. Selon la légende, à la veille de la bataille, Constantin eut une vision qui allait le changer à jamais. Il aurait vu une croix dans le ciel accompagnée des mots « In hoc signo vincis », ce qui signifie « par ce signe, tu vaincras ». Cette nuit-là, il fit peindre le symbole chrétien Chairo sur les boucliers de ses soldats. L'armée de Constantin, inspirée par ce signe désigné, affronta les forces de Maxence le lendemain lors de la bataille du pont Milvian. La bataille fut féroce, mais les troupes de Constantin sortirent victorieuses et Maxence périt dans le fleuve Tibre. Constantin entra à Rome en conquérant et devint le souverain incontesté de l'Empire romain d'Occident. Après la défaite de Maxence, Constantin se tourna vers l'Empire d'Orient. Il conclut d'abord un accord de partage du pouvoir avec l'empereur d'Orient. En 313, ils publièrent ensemble l'édit de Milan légalisant le christianisme. Cependant, la paix fut de courte durée. En 324, Constantin et l'empereur d'Orient s'affrontaient pour la suprématie, Constantin voulant dominer tout l'empire.
L'affrontement final eut lieu en 324 après Jésus-Christ, et Constantin en sortit encore victorieux. La guerre civile finie, Constantin prit le contrôle de tout l'Empire romain. La raison pour laquelle la guerre civile de Constantin est si importante, c'est à cause de ce qu'elle a apporté au christianisme. Elle l'a fait passer d'une foi persécutée à la religion dominante de l'Empire. C'était une révolution culturelle et éthique majeure. L'Empire romain était fondé sur des principes tels que la force fait le droit et la vertu dans la puissance. Le christianisme a introduit l'idée que les forts avaient ensemble le devoir d'aider les faibles, avec des messages comme « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Aujourd'hui, le christianisme compte 2,4 milliards de fidèles, ce qui en fait la plus grande religion mondiale. Inutile de dire que les façons dont le monde a été façonné par le christianisme sont pratiquement infinies. Nos valeurs culturelles et morales ont toutes été façonnées à divers degrés. De nombreux grands mouvements sociaux et politiques de l'histoire ont été dirigés par des hommes profondément chrétiens. L'abolition de l'esclavage a été menée par des hommes comme William Wilberforce et John Newton, tous deux motivés par leur profonde foi chrétienne. L'influence du christianisme se retrouve dans notre architecture, langue, musique et art. On estime qu'il y a environ 37 millions d'églises dans le monde entier. Il est possible que tout cet impact énorme n'aurait pas eu lieu sans la guerre civile de Constantin, et en particulier la bataille du pont Milvius. L'avenir du monde repose désormais sur Vassili Arkhipov. Numéro 4, la guerre froide. Maintenant, la guerre froide est assez différente des autres guerres de la liste, parce qu'en réalité, c'était une lutte de pouvoir, un combat pour la domination du globe. Les deux belligérants, l'Amérique et l'Union soviétique, ne se sont jamais réellement affrontés dans une guerre directe. Cela dit, ils se sont affrontés indirectement à de nombreuses reprises dans des guerres par procuration qui ont eu lieu partout dans le monde. La guerre froide a débuté après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Après avoir vaincu l'Allemagne nazie ensemble, l'Amérique et l'Union soviétique ont rapidement vu leurs relations se détériorer à la fin de la guerre. L'Union soviétique a contrôlé l'Europe de l'Est par la force en installant des gouvernements fantoches, ce qui était inacceptable pour l'Amérique. Les deux superpuissances avaient des idéologies totalement incompatibles. Les États-Unis soutenaient démocratie et capitalisme, l'Union soviétique prônait communisme et dictature. 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était clair que les deux superpuissances étaient des adversaires engagés dans une lutte de pouvoir pour la domination mondiale. Comme mentionné, ils ne se sont jamais affrontés directement, seulement via des guerres par procuration. La première de ces guerres a commencé en 1945, lorsque la Chine a connu une guerre civile, la guerre que j'ai mentionnée plus tôt. Comme dans d'autres guerres par procuration, l'Union soviétique soutenait les communistes et l'Amérique les capitalistes. La guerre serait finalement remportée par les communistes dirigés par Mao Zedong. Pendant que cela se produisait, un incident majeur s'est produit en Europe lorsque les Soviétiques ont bloqué Berlin-Ouest en 1948. Les Soviétiques dominaient entre l'Europe de l'Est, de l'Allemagne de l'Est à la Roumanie, sauf la petite enclave de Berlin-Ouest. Les Soviétiques ont bloqué Berlin-Ouest pour en prendre le contrôle et stopper les livraisons de ravitaillement. Les États-Unis ont mis en place un pont aérien pour continuer à fournir nourriture et biens. Après près d'1 an, les Soviétiques ont abandonné, créé et levé le blocus. Un autre événement majeur s'est produit en 1949, lorsque les Soviétiques ont réussi leur premier essai nucléaire. Cela a totalement changé la dynamique de pouvoir de la guerre froide. Avant, seuls les États-Unis avaient l'arme nucléaire, mais maintenant l'Union soviétique en possède aussi. Les deux nations se sont vite lancées dans une course à l'armement pour posséder le plus vaste arsenal nucléaire. 1949 verra également la création de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'était une réponse à la menace de l'expansion soviétique en Europe. Son objectif était simple. En cas d'attaque contre un membre de l'OTAN, les autres le défendraient. L'Alliance jouerait un rôle clé dans la maîtrise du communisme pendant la guerre. En 1950, une nouvelle guerre par procuration a débuté, la guerre de Corée. Cela a commencé lorsque la Corée du Nord, qui était communiste, a envahi la Corée du Sud, qui était capitaliste. L'Amérique, l'Union soviétique et la Chine se sont impliquées dans le conflit, mais après 3 ans, aucun vainqueur clair n'a émergé. Finalement, en 1953, un cessez-le-feu a été instauré, mais aucun traité de paix formel n'a jamais été signé. La frontière entre la Corée du Nord et du Sud est inchangée. Ce type de guerre par procuration a eu lieu partout durant la guerre froide. En 1955, une guerre similaire débute au Vietnam.
opposant le nord communiste au sud capitaliste. Puis, en 1962, le monde s'est approché plus que jamais d'une guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba. Cela a commencé parce que l'Union soviétique a placé des missiles nucléaires à Cuba, très près des États-Unis. Les Américains ont découvert les missiles et exigé leur retrait. Un affrontement tendu a mené les deux camps à se préparer à une guerre nucléaire. Après plusieurs jours, l'Union soviétique accepte de retirer ses missiles contre la promesse américaine de ne pas envahir Cuba et de retirer leurs missiles de Turquie. La crise s'est achevée sans violence, révélant la dangerosité de la guerre froide. Cela a abouti à des accords pour limiter les arsenaux nucléaires des deux parties. Tout au long des années 70, les tensions se sont en fait apaisées pendant un certain temps, ce qui est devenu connu sous le nom de détente. Cela s'est terminé en 1979 quand l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, déclenchant une nouvelle guerre par procuration. L'Amérique a soutenu les Moudjahidines contre le gouvernement pro-soviétique. La guerre s'est mal déroulée pour l'Union soviétique, qui a fini par se retirer. La guerre froide s'est terminée avec l'effondrement de l'Union soviétique. À la fin des années 1980, elle était en crise et a perdu le contrôle de ses États satellites en Europe de l'Est. En 1989, des protestations populaires ont provoqué la chute des régimes communistes dans de nombreux pays. Le célèbre mur de Berlin, symbole de la guerre froide, est tombé en novembre 1989. En 1991, l'Union soviétique s'est désintégrée et ses États membres ont déclaré leur indépendance. Le 25 décembre 1991, le président Gorbatchev a démissionné, mettant fin à l'Union soviétique et laissant les États-Unis seule superpuissance mondiale. La guerre froide était terminée. Comme vous pouvez l'imaginer, il existe de nombreuses façons dont les effets de la guerre froide sont encore visibles dans le monde moderne. L'un des exemples les plus évidents est que beaucoup des pays que l'Union soviétique a aidés à devenir communistes sont encore communistes aujourd'hui. Exemple, Chine, Cuba, Corée du Nord. La guerre froide a aussi entraîné de nombreuses avancées technologiques. Par exemple, la course à l'espace a conduit au lancement du premier satellite et à l'atterrissage des humains sur la Lune. Aujourd'hui, les satellites servent au Global Positioning System, à la météo et à la surveillance des catastrophes naturelles. La guerre froide a fortement accéléré ce développement technologique. L'exemple le plus prémonitoire d'une conséquence de la guerre froide est sans doute le conflit actuel en Ukraine. La guerre froide a pris fin avec la chute de l'Union soviétique, faisant perdre à Moscou le contrôle des pays baltes et de l'Ukraine, dominés pendant des siècles. Depuis lors, beaucoup de ces nations se sont de plus en plus alignées sur l'Occident. La Russie voit cela comme une menace pour son influence et, en 2022, elle a envahi l'Ukraine principalement pour l'empêcher de se rapprocher de l'Occident. Numéro 3. Les premières conquêtes musulmanes. Pour être clair, les conquêtes musulmanes n'étaient pas une seule guerre, mais une série de guerres contre différents États. Cela dit, je voulais les inclure dans la liste parce que l'influence des premières conquêtes musulmanes est immense dans le monde moderne. Pour ceux qui ne savent pas comment elles se sont déroulées, la principale chose à savoir sur les premières conquêtes musulmanes, c'est qu'elles ont été incroyablement réussies. Elles ont débuté en 622 et en 130 ans, l'islam s'était propagé de la péninsule arabique à tout ce territoire. Encore plus étonnant, ils affrontaient les empires les plus puissants et établis de l'époque. Je parle surtout de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire sassanide. Ces deux empires existèrent depuis des siècles et étaient parmi les États les plus avancés de l'époque. Pourtant, les musulmans les ont totalement humiliés. Ils ont complètement détruit l'Empire sassanide et ont pris une immense partie du territoire byzantin, y compris l'Égypte et la Terre sainte. L'expansion fulgurante ne s'est pas arrêtée là. Au cours du siècle suivant, ils sont allés jusqu'à l'ouest de l'Espagne et jusqu'à l'est de l'Asie centrale. L'impact des conquêtes musulmanes sur le monde moderne est évident. L'islam est la deuxième religion mondiale. Sans ces succès, l'islam serait sans doute resté une religion minoritaire, comme le judaïsme ou le sikhisme. Elle aurait même pu disparaître complètement. Il est important de se demander comment les musulmans y sont parvenus. Il est surprenant qu'ils aient pu humilier deux empires puissants comme les Romains d'Orient et les Sassanides lors de leur guerre. L'une des principales raisons à cela est que les deux empires venaient tout juste de terminer une longue et éprouvante guerre entre eux.
Entre 602 et 628, les deux superpuissances se sont affrontées pendant 26 ans pour dominer, ce qui les a épuisés et affaiblis. Les conquêtes musulmanes de ces empires commencèrent presque immédiatement après la fin de cette guerre, et les empires affaiblis et épuisés furent incapables de résister. Si nous devions choisir une guerre illustrant l'impact des conquêtes musulmanes, ce serait celle entre les Romains d'Orient et les Sassanides. Si cette guerre n'avait pas eu lieu, les deux empires auraient peut-être été en position de force pour arrêter les conquérants musulmans dans leur élan. La Terre sainte serait peut-être restée chrétienne, et l'islam serait devenu une force bien moindre aujourd'hui. Numéro 2, la Seconde Guerre mondiale. Inutile de dire qu'il n'y a aucun moyen que je puisse faire une vidéo sur les guerres les plus importantes de l'histoire sans mentionner la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale était unique à bien des égards. C'était la plus grande guerre jamais menée. C'est la seule fois où l'humanité a utilisé des armes nucléaires. Elle a inclus le plus grand et le plus systématique génocide de l'histoire humaine. L'héritage de la Seconde Guerre mondiale reste très visible aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez sûrement l'histoire de la guerre, mais il est utile de la résumer. Elle débute en Europe le 1er septembre 1939, quand l'Allemagne nazie envahit la Pologne. 2 jours après, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Les Allemands ont utilisé des troupes rapides, des chars et l'aviation pour écraser vite les défenses polonaises, vainquant la Pologne en quelques semaines. Au début de la guerre, l'Allemagne nazie a conquis de vastes territoires. Après avoir pris la Pologne, ils se sont tournés vers le nord, envahissant la Norvège et le Danemark en avril 1940. En mai, ils ont attaqué vers l'ouest, prenant la Belgique, les Pays-Bas et la France. Hitler s'est alors intéressé à la Grande-Bretagne. Ce qui est donc devenu connu sous le nom de bataille d'Angleterre, la force aérienne allemande a tenté de gagner la suprématie aérienne sur la Royal Air Force par une campagne de bombardement incessant. Cependant, grâce au leadership déterminé du Premier ministre Winston Churchill, la Grande-Bretagne a réussi à repousser la force aérienne allemande. L'Allemagne a abandonné en octobre 1940 son premier véritable échec de la guerre. En juin 1941, l'Allemagne a lancé la plus grande invasion de l'histoire contre l'Union soviétique. 3 millions d'hommes ont franchi la frontière et ont rapidement avancé vers Moscou. Les Allemands ont rapidement atteint les environs de Moscou et Leningrad après un grand succès initial. Mais l'hiver rigoureux et la résistance soviétique ont arrêté l'avancée allemande. Le tournant majeur fut la bataille de Stalingrad, où les Russes ont encerclé et vaincu près d'1 million d'Allemands et d'Italiens. Cette perte catastrophique pour l'Allemagne a changé le cours de la guerre. Pendant ce temps, la guerre faisait rage en Asie. Le Japon s'était rapidement étendu, prenant la Mandchourie en 1930 et envahissant la Chine en 1937. Dans les années 1930, les tensions entre le Japon et les États-Unis ont augmenté, les États-Unis imposant des sanctions face à l'agression japonaise. La guerre a éclaté entre eux en décembre. Quand le Japon a attaqué par surprise la marine américaine à Pearl Harbor. Le lendemain, les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon et rejoint la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tard, elle a vaincu le Japon à Midway. Dès lors, les États-Unis ont adopté une stratégie de saut d'île, prenant des îles clés pour se rapprocher du Japon. Les États-Unis ont également aidé à la guerre en Europe. En mai 1943, les Alliés ont repoussé les forces allemandes et italiennes d'Afrique du Nord avant d'envahir l'Italie. Le dirigeant italien, Benito Mussolini, a été déposé et le nouveau gouvernement italien s'est rendu aux Alliés en septembre. Cependant, les forces allemandes ont pris le contrôle du nord de l'Italie et l'ont défendu farouchement. Le 6 juin 1944, les Alliés ont lancé une importante invasion amphibie de la Normandie, en France. Menée par les forces cancres américaines, britanniques et canadiennes, l'invasion a lancé la libération de l'Europe de l'Ouest. Malgré la résistance acharnée des Allemands, les Alliés ont réussi à établir une tête de pont et à commencer à avancer à travers la France. En août, Paris a été libéré et les Alliés ont continué à avancer vers l'Est en direction de l'Allemagne. Les forces alliées avançant de l'Ouest, tandis que l'Union soviétique progressait de l'Est jusqu'en Allemagne. En avril 1945, ils ont pris Berlin, poussant Hitler au suicide dans son bunker. L'Allemagne s'est rendue le 7 mai, marquant la fin de la guerre en Europe. En Asie, les États-Unis avaient presque gagné, mais il restait incertain comment forcer la reddition du Japon.
Devant l'éventualité d'une invasion coûteuse du Japon, les États-Unis ont opté pour une nouvelle arme dévastatrice. Le 6 août 1945, une bombe atomique a été larguée sur la ville d'Hiroshima, suivie d'une seconde bombe sur Nagasaki le 9 août. La destruction massive et les pertes humaines ont poussé le Japon à capituler le 15 août 1945. La guerre était terminée, ayant duré 6 ans, voire 8 si l'on inclut la guerre entre le Japon et la Chine. Inutile de dire que les effets de la Seconde Guerre mondiale sont très visibles dans le monde moderne. C'est la raison pour laquelle l'Union soviétique a pu prendre le contrôle de toute l'Europe de l'Est et imposer le communisme à ces nations. Les effets de cela sont encore visibles de nombreuses façons, que ce soit dans les attitudes envers la politique ou dans l'horrible architecture soviétique qu'ils ont héritée. La Seconde Guerre mondiale a mené à la création des Nations Unies. Elle a été fondée quelques mois seulement après la fin de la guerre et représentait une tentative d'empêcher qu'une guerre aussi destructrice ne se reproduise. Beaucoup des plus grands changements apportés au monde par la Seconde Guerre mondiale étaient en réalité liés à la Shoah, la tentative systématique d'exterminer tous les Juifs du monde. Cela a conduit à de nombreuses choses, mais l'une des plus importantes a été la création de l'État d'Israël. Il y avait depuis longtemps des personnes qui souhaitaient compter la création d'un État juif, mais après la Shoah, la décision a été prise de le faire réellement. La Shoah a aussi conduit à l'adoption de lois protégeant les droits de l'homme. C'était un objectif majeur de l'Organisation des Nations Unies qui a adopté en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Seconde Guerre mondiale a redessiné la carte de l'Europe et du monde entier. Après la guerre, plusieurs pays ont obtenu leur indépendance des empires européens. C'était parce que les puissances européennes étaient affaiblies après la guerre, donc elles ne pouvaient plus garder le contrôle de leurs colonies. Un bon exemple est l'Inde qui avait une demande croissante d'indépendance. La Grande-Bretagne, épuisée, n'a finalement pas pu empêcher l'indépendance de l'Inde. De nombreuses colonies en Afrique, Asie et Moyen-Orient connaîtront un processus similaire. La Seconde Guerre mondiale a aussi mené à de grandes avancées technologiques. Le besoin de calculs précis et rapides pendant la guerre a considérablement accéléré les progrès de l'informatique. Le premier ordinateur numérique programmable, le Colossus, fut construit en Grande-Bretagne pour décrypter le chiffre Lorentz des Allemands. L'avancée technologique la plus terrifiante fut la création des armes nucléaires. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère géopolitique et préparé la guerre froide évoquée précédemment. Avant de présenter mon choix de la guerre la plus importante de l'histoire, je voulais évoquer quelques conflits qui ont presque figuré sur la liste, mais n'y sont pas entrés. La première est la guerre d'indépendance américaine. L'influence de la fondation de l'Amérique sur le monde moderne est évidente. L'Amérique est le pays le plus puissant de la planète, le pays le plus important. C'est la seule superpuissance du monde. L'Amérique influence clairement la politique européenne, notamment sur la guerre en Ukraine. L'Amérique décide du niveau de soutien que les pays d'Europe vont apporter à l'Ukraine. Alors, si l'Amérique est si incroyablement importante dans le monde moderne, pourquoi l'indépendance américaine n'est-elle pas l'une des guerres les plus importantes de l'histoire ? Selon moi, ce qui a rendu l'Amérique si importante et puissante, ce n'est pas vraiment son indépendance à ce moment-là. Je pense qu'il est presque certain que l'Amérique aurait fini par obtenir son indépendance, tout comme le Canada, l'Australie et tous les autres pays de l'Empire britannique ont fini par obtenir leur indépendance. Selon moi, la puissance de l'Amérique vient surtout de sa fondation, des choix des pères fondateurs et de leur système de gouvernement, plus que de son indépendance. Mention honorable également pour les guerres napoléoniennes. C'était sans aucun doute l'un des plus grands conflits de l'histoire de l'humanité. Par exemple, l'invasion de la Russie par Napoléon a impliqué environ 1 demi-million d'hommes. Notre liste ne traite pas des guerres les plus importantes, mais de celles ayant le plus d'impact sur le monde moderne. Compte tenu de l'ampleur du conflit, son influence n'est en réalité pas si évidente que ça. Par exemple, même si la France était le principal protagoniste des guerres napoléoniennes et qu'à un moment donné elle dominait toute l'Europe, elle n'a presque rien gagné en termes de territoire. Cela dit, le conflit a eu des effets sur le monde moderne. Cela a surtout provoqué une montée du nationalisme en Allemagne et en Italie. À l'époque, ces régions étaient composées de nombreuses de petites nations, mais les invasions de Napoléon les ont poussées à vouloir s'unir pour mieux se protéger. Une autre grande conséquence des guerres napoléoniennes a eu lieu dans les Amériques. Elles ont causé l'effondrement de l'Empire espagnol et l'indépendance de l'Amérique latine. Je pense que ces pays auraient eu leur indépendance de toute façon. Les guerres napoléoniennes n'ont fait qu'accélérer ce processus.
Maintenant, voici mon choix pour la guerre la plus importante de l'histoire de l'humanité. Numéro 1, la Première Guerre mondiale. J'ai mis la Première Guerre mondiale en première position sur la liste tout simplement parce qu'elle a mis fin au monde. Je pense que l'importance d'une guerre peut être déterminée en grande partie par la façon dont le monde a changé après la guerre par rapport à avant, et pour moi, aucune guerre n'a autant changé le monde que la Première Guerre mondiale. La carte de l'Europe à la fin de la guerre en 1918 était méconnaissable par rapport à ce qu'elle était au début en 1914. Vous savez probablement ce qui s'est passé pendant la guerre, mais je vais rapidement y revenir. Elle a débuté après l'assassinat de l'héritier du trône austro-hongrois en Bosnie, le 28 juin 1914. L'assassin était un nationaliste serbe, et donc l'Autriche-Hongrie a tenu la Serbie pour responsable de l'attentat. Après l'ultimatum, la Serbie n'ayant pas répondu pleinement, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre. Ce conflit local s'est rapidement aggravé à cause d'un réseau complexe d'alliances. La Russie était alliée à la Serbie et a commencé à préparer son armée. Alliée à l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie puis à la France, alliée de la Russie. L'Allemagne a envahi la Belgique pour attaquer la France, entraînant la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne. Un mois après l'assassinat, toute l'Europe était en guerre. L'Allemagne a envahi rapidement la France, comptant la vaincre vite avant de se tourner vers la Russie à l'est. Cependant, les Français ont réussi à arrêter l'avancée allemande juste aux portes de Paris. Les deux camps ont creusé des tranchées, ce qui a mené à la célèbre guerre des tranchées. Sur le front de l'Est, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie affrontaient la Russie. Le front de l'Est était plus mobile que celui de l'Ouest, et n'a pas connu beaucoup de guerres de tranchées. L'ampleur des pertes était stupéfiante. La Russie en particulier a perdu un nombre énorme d'hommes, mais la taille même de son armée lui a permis de rester dans la lutte. De nouveaux fronts s'ouvraient partout dans le monde. L'Empire ottoman a rejoint les puissances centrales, provoquant des combats au Moyen-Orient. Des combats ont également éclaté en Afrique et en Asie, alors que les puissances européennes s'affrontaient pour leurs colonies. La Première Guerre mondiale a introduit de nouvelles armes comme les mitrailleuses, les barbelés et l'artillerie. Le gaz toxique a été utilisé pour la première fois en 1915 et a causé des blessures et des morts horribles. Les premiers chars et avions, souvent peu fiables, ont fait leur apparition. En 1917, tous les participants étaient épuisés. Affaiblie par des troubles internes et de lourdes pertes, la Russie a vu son gouvernement s'effondrer lors d'une révolution. Les bolcheviks d'extrême gauche ont alors pris le pouvoir et retiré la Russie de la guerre. Les États-Unis sont alors entrés dans le conflit. L'arrivée de nouvelles troupes et ressources américaines a renforcé le moral des Alliés et leur a donné un avantage significatif. L'Allemagne a alors lancé de dernières offensives désespérées sur le front occidental, espérant gagner avant l'arrivée des Américains. Ces offensives ont d'abord eu du succès, mais les Alliés les ont finalement repoussées. À l'automne 1918, les puissances de centrale s'effondraient. La Bulgarie a capitulé en septembre, puis l'Empire ottoman en octobre et l'Autriche-Hongrie en novembre. Finalement, l'Allemagne a accepté un armistice le 11 novembre 1918. L'année suivante, le traité de Versailles a mis fin à la guerre. Le traité de Versailles a infligé de lourdes sanctions à l'Allemagne, perte de territoire, armée réduite et obligation de réparation. Les empires austro-hongrois et ottomans ont été démantelés. Les conséquences de la Première Guerre mondiale sont tragiques et majeures. L'effondrement de l'Empire russe lors de la Révolution russe a conduit à la montée du communisme et à la création de l'Union soviétique. Le communisme promu par l'Union soviétique aurait causé la mort d'environ 100 millions de personnes en quelques décennies. Sans la Première Guerre mondiale, la Révolution russe et le communisme en Russie n'auraient probablement pas eu lieu. Ainsi, d'autres pays comme la Chine ou Cuba auraient moins risqué de devenir communistes. Avant la Révolution, la Russie se libéralisait lentement et devenait plus démocratique. Elle aurait pu poursuivre sur cette voie et devenir une démocratie normale comme le reste de l'Europe. La Révolution russe a rompu les liens avec l'Occident, jamais rétablis depuis. Les relations tendues actuelles entre l'Occident et la Russie datent de l'effondrement russe durant la Première Guerre mondiale, qui a aussi vu la chute de l'Empire ottoman. Avant la guerre, une grande partie du monde musulman était unifiée sous un État dirigé depuis Istanbul. Après la guerre, les territoires de l'Empire furent partagés entre les puissances alliées selon l'accord Sykes-Picot. Cela a conduit à la création d'États modernes comme l'Irak, la Syrie, le Liban et la Palestine, souvent sous mandat britannique ou français.
La division de la région a semé les graines de nombreux conflits modernes. Les frontières, mal tracées, sans tenir compte des divisions ethniques et religieuses, ont engendré des tensions persistantes. Un autre empire extrêmement important qui s'est effondré après la Première Guerre mondiale était l'Empire austro-hongrois. C'était un empire vaste et très diversifié sur le plan ethnique, gouverné depuis Vienne. Présent en Europe centrale et orientale, l'Empire regroupait de nombreux groupes ethniques dont Allemands, Hongrois, Tchèques, Slovaques, Polonais, Serbes, Croates, Roumains et d'autres, chacun avec sa langue et sa culture. Longtemps, beaucoup de ces groupes voulaient être autonomes et avoir leur propre État. Pendant la guerre, ces fractures se sont aggravées et les groupes ethniques ont réclamé leur indépendance. Après la défaite de l'Autriche-Hongrie lors de la guerre, l'Empire s'est morcelé en plusieurs nouvelles nations. De nouveaux pays comme la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie ont émergé, tandis que d'autres territoires ont été annexés par la Pologne et l'Italie. La Première Guerre mondiale a directement entraîné la montée de Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Le traité de Versailles, qui a mis fin à la guerre, a imposé de lourdes sanctions à l'Allemagne, notamment des pertes territoriales, des restrictions militaires et des réparations écrasantes. L'Allemagne a été humiliée, suscitant un grand ressentiment chez les Allemands. Cela a favorisé la prise de pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi. Hitler a exploité la colère et le désespoir des Allemands. Il a promis de rejeter le traité de Versailles et de restaurer la gloire passée de l'Allemagne. Il affirmait que les Juifs avaient saboté l'effort de guerre allemand et étaient rendus responsables de tous les maux de la société. Cela l'a aidé à prendre le pouvoir puis à envahir d'autres nations, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Alors que la Première Guerre mondiale a été la raison pour laquelle l'Allemagne, dans son ensemble, est devenue folle, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Hitler lui-même est devenu aussi consumé par la haine. Il y a débat sur le moment exact où Hitler est devenu un antisémite obsessionnel, mais on sait qu'il n'a pas toujours été ainsi. Dans sa jeunesse à Vienne, il avait des relations personnelles et professionnelles avec des juifs. Il avait aussi un médecin juif. Le traumatisme subi pendant la Première Guerre mondiale a probablement influencé ce qu'Hitler est devenu. Je pense que la transformation d'Hitler pendant la Première Guerre mondiale est presque comme un microcosme de la transformation de l'Allemagne dans son ensemble. Un aspect unique et étrange de la Première Guerre mondiale est qu'elle semble avoir surgi soudainement. Des milliers de livres ont été publiés sur les causes de la Première Guerre mondiale, ce qui montre selon moi à quel point c'était complexe et difficile à expliquer. À mon avis, la guerre était tout à fait évitable. Aucun dirigeant européen ne désirait de la guerre, surtout pas celle qui s'est produite. La majorité d'entre eux ont été désespérés de l'empêcher. Après avoir remis la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, l'ambassadeur allemand a éclaté en sanglots. Le Premier ministre britannique a aussi pleuré avant la guerre. C'est pourquoi la Première Guerre mondiale est pour moi la guerre la plus importante de toutes. C'est aussi peut-être la plus grande catastrophe de l'histoire humaine.